Merci beaucoup, Sophie Béchir. Allez, venons-en maintenant à notre débat proprement dit, consacré donc au financement futur de nos transports publics avec un premier tour de table. Et on va tout de suite voir un graphique assez saisissant sur les besoins de financement d'Île-de-France Mobilité. Et vous le voyez, ils ne vont pas cesser d'augmenter. On va passer de 800 millions d'euros à trouver dès cette année à près de 3 milliards par an, lorsque le Grand Paris Express sera opérationnel. Alors la première question qui me frappe, et je me tourne vers vous, Gilles Dansart, vous êtes le rédacteur en chef de Mobilettre, c'est le manque d'anticipation. On a l'impression qu'on découvre les problèmes maintenant. Alors hormis l'inflation sur laquelle on ne pouvait pas trop anticiper, le Grand Paris Express, on sait qu'il va arriver, on sait qu'il va coûter de l'argent en termes de financement, d'exploitation, et pourtant on s'y prend là maintenant, un peu en urgence. Pour être tout à fait juste, on le sait depuis longtemps, et certains ont alerté depuis longtemps. Valérie Pécresse ne fait pas mystère qu'elle a écrit au Premier ministre Édouard Philippe, donc c'était quand même il y a quelques années, c'était en 2019. Elle avait une réponse en 2020. Et il lui a répondu en janvier 2020 qu'il allait effectivement faire un certain nombre de choses. 3 ans après, rien n'a été fait sur ce dossier. Donc c'est effectivement une anticipation du côté de l'autorité organisatrice. Évidemment, les opérateurs, eux, ont anticipé puisqu'ils vont avoir la charge d'exploiter, mais l'État, encore une fois, est assez absent parce qu'il est bien évident que la région et Île-de-France Mobilité n'ayant pas d'autonomie fiscale, ils ne peuvent pas eux-mêmes décider des leviers. Alors, soit on leur donne des sommes d'argent, soit on leur donne des éléments de fiscalité pour faire face à ce besoin de financement. Yves Crozet, vous êtes spécialiste, économiste et spécialiste de l'économie des transports. Vous êtes en duplex avec nous de Lyon. Merci d'être avec nous. Vous, ça vous étonne, ce manque d'anticipation ? Si on vient par exemple à la campagne électorale des régionales, il n'y a pas eu un mot sur la question alors que tout le monde était au courant que ça allait arriver. Non, ça ne m'étonne pas parce que dans ce domaine comme dans d'autres, la France a inventé le quoi qu'il en coûte bien avant l'épisode de la pandémie. Et on savait très bien quand on a lancé le Grand Paris Express que les coûts d'investissement seraient couverts, mais que les coûts de fonctionnement ne l'étaient absolument pas. Et comme vient de le dire Gilles Dansart, on savait très bien que les financements actuels d'Île-de-France Mobilité étaient insuffisants. Mais pour vous, il y avait une volonté de mettre le problème sous le tapis et puis en urgence, un petit peu comme cet automne où là, d'un seul coup, on a découvert qu'il manquait 650 millions d'euros dans le budget d'Île-de-France Mobilité et en catastrophe, il faut se mettre d'accord. Voilà. Alors, comme vient de le dire Gilles Dansart, on connaissait le problème depuis plusieurs années. Le problème a été posé depuis longtemps. La difficulté, c'est qu'on a la même chose sur certaines lignes de grande vitesse ou certains autres projets. Les décideurs publics sont victimes de l'ivresse des grands projets. On lance des travaux et on dit voilà, on va le faire quoi qu'il en coûte. Et le quoi qu'il en coûte, bien un jour il faut le payer. Et donc mécaniquement, on va trouver l'argent à Paris parce que Paris est une région riche, mais il va falloir changer les règles du jeu pour trouver les financements nécessaires. Allez, avant d'aller plus loin, on va revenir sur ces assises qui ont eu lieu donc, lundi dernier, il y a quelques jours maintenant. C'était au Conseil régional. C'est un reportage de William Vanqui et de Céline Cabral. Comment limiter l'augmentation du pass Navigo dans les prochaines années ? De nouvelles taxes et redevances semblent indispensables. Option 1, taxer davantage les entreprises. Celles de plus de 10 salariés financent déjà un peu plus de la moitié du coût des transports en commun en Île-de-France. Les patrons ne disent pas non à une augmentation modérée. On considère aujourd'hui que notre part est assez importante. Néanmoins, compte tenu de l'enjeu du Grand Paris Express et de ce que Île-de-France Mobilité nous propose à l'horizon 2030, les entreprises seront au rendez-vous pour accompagner ce mouvement-là aussi. Option 2, taxer les automobilistes. Utiliser une fraction du prix payé à la pompe pour financer les transports en commun est une possibilité. Imaginer une redevance annuelle en est une autre. L'instauration, si on veut que les gens prennent moins la voiture, peut-être d'une vignette, un peu comme il existe en Suisse, pour aller dans la métropole du Grand Paris, qu'on payerait tous les ans, une fois par an peut-être. Alors je ne sais pas, il faut discuter de son coût, 20, 30, 40, 50 euros, mais qui aurait une particularité, c'est que cet argent serait une sorte de crédit pour utiliser les transports publics. Option 3. Taxer le e-commerce. Chaque livraison pourrait ainsi faire l'objet d'un prélèvement reversé au budget d'Île-de-France Mobilité. Une grande partie du trafic dans les rues à Paris est du trafic de livraison.
vous avez à peu près 20 à 30% du trafic dans les rues parisiennes qui correspondent non pas du trafic de personnes, mais du trafic de marchandises avec des petits véhicules. Donc ce trafic de marchandises, il doit bien sûr être responsabilisé. Option 4, taxer l'immobilier, en particulier les transactions à proximité des nouvelles gares du Grand Paris Express. Les droits de mutation ou l'impôt sur les plus-values pourraient être revus à la hausse dans les quartiers concernés. Voilà quelques possibilités qui ne feront certainement pas consensus. Jonathan Morgano, vous avez assisté donc à ces assises lundi dernier. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Quand on voit toutes les pistes qui sont envisagées, c'est parti quand même un petit peu dans tous les sens. Oui, il y a eu beaucoup d'acteurs qui sont intervenus et qui ont proposé une myriade de solutions. Maintenant, moi, ce que j'en ai retenu surtout, c'est que tout le monde est d'accord pour le fait qu'il faut que quelqu'un paye, mais surtout pas moi. On a la Société du Grand Paris qui dit moi, j'ai ma contribution, j'en ai besoin, venez pas me la prélever. On a les entreprises qui payent déjà le versement mobilité, surtout, il ne faut pas l'augmenter. On a l'État qui, lui, dit moi, j'investis beaucoup. Et je ne suis pas là pour financer les transports en Île-de-France. Et au final, personne ne se met d'accord. D'après vous, qui doit payer alors? Il faut panacher. Quelle doit être la cible entre guillemets prioritaire? La cible prioritaire, c'est là où est le plus d'argent. C'est clairement pas les usagers, puisque les usagers, eux, ils ont déjà subi une grosse augmentation du coût du Navigo. On est d'accord pour l'augmenter un tout petit peu chaque année au rythme de l'augmentation du SMIC, peut-être 1 ou 2 euros de plus, mais à condition que le réseau roule un peu mieux, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore ça. Il faudrait peut-être aussi quand même prévoir pour les gens qui ne peuvent pas payer plus, parce qu'eux, ils sont déjà ric-rac pour finir le mois, d'avoir un tarif solidaire, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Maintenant, est-ce que ce serait plus au niveau des entreprises où ils ont un versement mobilité qu'on pourrait encore un peu augmenter. Sauf que pour le moment, ce n'est pas possible. Il faut modifier la loi. C'est aussi l'appel à l'aide qu'avait lancé Valérie Pécresse au gouvernement. Est-ce que vous les sentez tous tirer dans la même direction, gouvernement et région, après toutes ces bisbilles de l'automne dernier? Pas vraiment. Il y a deux types de ressources qui pourraient augmenter parallèlement. Celles qui viennent des usagers, alors pas de façon trop spectaculaire ou trop importante année après année, mais de façon régulière, parce que finalement l'offre, elle va augmenter spectaculairement dans les 10 ans qui viennent. On va avoir une carte du Grand Paris Express quand même, parce que c'est 200 km de métro automatique supplémentaire. Alors c'est pas pour tout de suite, ça va s'étaler jusqu'en 2030-2035. Ça va complètement modifier notre paysage des transports. Il faut bien effectivement payer, ou peut-être payer différemment. C'est peut-être une révolution de la billettique aussi. Donc on peut envisager effectivement une contribution des usagers rénovée, mais en tout cas, ça ne doit pas être tabou d'envisager une évolution de cette tarification. Pour ce qui est des entreprises, elles aussi, d'une certaine façon, en bénéficient, et notamment dans la zone hyper dense, Paris et Première Couronne. Donc ça n'est pas non plus anormal d'envisager une hausse de leur contribution à mesure qu'elles bénéficient de cette attractivité parisienne et augmentent leur chiffre d'affaires. Là où le débat est plus compliqué, c'est sur ces nouvelles taxes, ces nouvelles ressources. Et là, il faut bien envisager quand même le ressort de la plus-value. Qui bénéficie vraiment le plus de ces nouvelles lignes et de cette nouvelle attractivité? Et donc, on peut regarder du côté de l'immobilier, du côté du commerce, et là, les taxes pourraient se justifier. Yves Crozet, c'est vous l'économiste autour de la table. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a vraiment un geyser d'argent à aller trouver de ce côté-là? Alors oui, il est vrai qu'il y a à Paris une réserve beaucoup plus importante qu'en province, mais il y a derrière les débats que nous menons un problème d'effet de bord. C'est-à-dire que si on autorise un certain nombre de choses à Paris, par exemple augmenter le versement mobilité, comme le demande Île-de-France Mobilité, payée par les entreprises. Ou augmenter la part payée, comme le disait le reportage, par la taxe sur les carburants, puisqu'une partie de la taxe sur les carburants va déjà alimenter Île-de-France Mobilité. Tout ce qu'on va faire de nouveau à Paris va être immédiatement demandé en province. Parce que même si les montants sont plus faibles, les autorités organisatrices en province, elles ont souffert de l'inflation, elles ont des projets d'investissement. Et donc c'est un petit peu cela qui bloque les affaires, c'est qu'on a peur d'ouvrir la boîte de Pandore et que d'autres demandes soient faites par les villes de Bordeaux, de Lyon, de Toulouse, de Marseille, etc. Et c'est en cela que le cas de Paris n'est pas un cas isolé. Alors justement, c'est ce que disait entre les lignes le ministre Clément Beaune lundi dernier. Je vous propose de l'écouter. Je ne crois
qu'il serait une folie de baisser les dépenses d'investissement, pour les raisons que j'ai indiquées, a fortiori après les difficultés qui sont vécues en ce moment même par les usagers franciliens, par les usagers parisiens. Il serait aussi déraisonnable, nous l'avons combattu parfois avec des désaccords, mais tous contre, de mettre excessivement à contribution les usagers. Nous ne sommes pas dans le modèle londonien, mais nous sommes dans un modèle où il doit y avoir une capacité d'investissement. Et donc, il faut réfléchir, je le dis en réponse, sans facilité et sans tabou, à toutes les options de financement. Alors, il n'y a pas de tabou, il ne faut pas toucher aux usagers. Les usagers, aujourd'hui, c'est à peu près 28% du prix. On va voir un petit camembert qui nous montre que le vrai prix du pass Navigo, aujourd'hui, c'est 254 €. 94, c'est colossal. Ce qui le fixe à peu près au même niveau que Londres. En fait, on dit souvent que les transports londoniens sont très chers, mais à Paris, ils le sont moins, parce qu'énormément, les entreprises contribuent énormément au fonctionnement de nos transports publics. Il faut bien se dire que les Anglais ou les Londoniens payent moins d'impôts par ailleurs. Donc tout se rééquilibre un peu différemment. Donc c'est un choix de pays, c'est un choix de gouvernement que de répartir la fiscalité d'une certaine façon. Mais encore une fois, le choix en 2015 de faire un pass unique a considérablement déstabilisé l'économie des transports franciliens parce qu'il a été fixé à un niveau très bas. Et on oublie aujourd'hui que... Au départ, c'était 70 €, je crois. 70 €. Et on oublie aujourd'hui que les gens qui étaient, par exemple, en zone 5 et 6 payaient 100 €. Et tout d'un coup, ils ont payé 70 €. Donc, eux, d'une certaine façon, ont gagné. Et donc, ce choix de fixation très bas pour que Anne Hidalgo ne se fâche pas, parce qu'elle ne voulait pas que les Parisiens payent davantage que ce qu'ils payaient, alors qu'ils ont une offre pléthorique, je pense qu'il a durablement parler de 100 €, c'est justement, est-ce que c'est un chiffre qui vous fait peur? Parce que selon les diagnostics qu'on peut faire, on se dit que finalement, ce pass, il va finir par augmenter et arriver à ces 100 €, ça vous inquiète, vous? S'il augmente comme il a augmenté à la fin de l'année dernière, oui. Si l'année prochaine, il passe à 100 €, ça va être compliqué. Et ça risque de mettre à mal beaucoup de familles. Maintenant, on n'est pas dupe, on sait qu'il va augmenter, mais on espère qu'on va atteindre les 100 €, voire même les 115 € à l'époque, c'était le zone 1 à 5, le plus tard possible. Yves Crozet, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi repenser la billettique, tout simplement, puisqu'en fait, fini les radiales obligatoires pour rentrer vers Paris, on va pouvoir contourner la capitale et se déplacer donc complètement différemment qu'aujourd'hui, lorsque le Grand Paris Express se remplace, et la billettique aujourd'hui, elle n'est pas du tout pensée comme ça. Là, au départ du Grand Paris, le zonage existait encore. Et les promoteurs du Grand Paris imaginaient que les 200 lignes de métro automatique nouvelles seraient tarifées plus cher parce qu'elles offriraient un service de meilleure qualité, le confort, la rapidité, etc. La suppression du zonage du pass Navigo a empêché cette billettique d'évoluer. Et donc, il faut effectivement repenser les choses. Comme cela vient d'être dit, le prix pour les voyageurs va certainement augmenter un peu. On va tendre progressivement vers les 100 €. Et de ce fait, il faut réorganiser le système de tarification vers une tarification solidaire, comme ça se fait à Strasbourg, à Rennes ou à Nantes, où en fonction du quotient familial, le taux de l'abonnement peut être extrêmement bon marché et au contraire plus élevé quand votre quotient familial, donc vos revenus, sont plus élevés. Donc on sait très bien que du côté des voyageurs, il faudra faire évoluer le système de tarification, y compris peut-être en tenant compte de la qualité de service sur les lignes qu'on va utiliser. Rapidement, Jonathan Magano, ça vous inquiète? Vous prenez le RERD, un éventuel retour des zones? Un petit peu, parce que souvent, c'est les gens qui sont en grande couronne, qui ont beaucoup de trajets, qui subissent en fait un peu plus. Le plus de difficultés, qui ont le moins d'alternatives et qui payent le plus cher. C'est pour ça qu'on était aussi venu au pass unique. C'était aussi un petit peu une mesure sociale d'avoir ce pass unique-là. Maintenant, nous, on y est quand même attaché. On voit qu'il a quand même des bénéfices. Donc, on aimerait bien le garder. Merci beaucoup, Jonathan Magano, et à vous trois d'être venus. On attend donc des décisions claires de nos politiques sur ce financement à long terme de nos transports publics qui en ont bien besoin. Voilà, c'est la fin de ce débat. Nous, on se retrouve demain à 12h05 pour Pareco, le magazine. On ira au cœur du bouchon ferroviaire le plus important d'Europe, le tunnel unique du RERB et du RERD à Châtelet-Les Halles. Passez une très belle soirée.